Tous les samedis, à partir de 10h, suivez votre émission, Le Grand Direct de Diaspora FM. Émission de débat politique, économique et social. Le Grand Direct. Bonjour. Le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau a changé de tête. Voici quelques mois. Élément de taille, la nouvelle entrante a dû encore céder son fauteuil pour un directoire. Qu'est-ce qui se passe au sein de ce parti, de la mouvance présidentielle, qui désormais a comme présidente d'honneur Madame Claudine Afiavi-Prudencio. Le parti également apparaît sur l'échiquier politique national comme étant celui qui reçoit beaucoup d'adhésions ces derniers temps, depuis en fait les dernières élections présidentielles et même avant. Comment comprendre cette mutation au sein de cette grande formation politique du Bénin, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau? Qui mieux peut répondre à notre question, si ce n'est le chargé de la communication de ce parti et porte-parole, Jules Léandre Kitty, que nous retrouvons dans notre fauteuil aujourd'hui, samedi, sur le Grand Direct de Diaspora FM. Jules Léandre Kitty, bonjour. Bonjour, monsieur Peggy Ludovic Dagba. Bonjour à tous les amis auditeurs. Alors, je le disais tantôt, vous étiez le chargé de communication de ce parti, mais en plus de cette casquette, une nouvelle s'est ajoutée, le porte-parole du parti. Comment s'est opéré ce miracle, on va dire? Bon, les voix de Dieu sont insondables. Je ne veux pas parler de miracle. J'estime que ceux qui sont dans les instances qui procèdent donc à la désignation de qui va occuper tel ou tel poste, lorsque on fait les réunions, les rencontres statutaires du parti et qu'il y a des candidatures, il y a des propositions, et je pense que les gens ont dû réfléchir pour voir que ma modeste personne peut, en plus d'être chef cellule communication de l'UDBN, en être le porte-parole. Et ça fait une autre charge, une nouvelle charge qui est tout aussi ou peut-être même plus lourde que celle de chargé de communication. Parce que porte-parole, vous êtes la vitrine du parti, vous êtes celui qui porte véritablement la parole du parti. Et c'est des choses parfois intéressantes, mais c'est aussi, surtout, des patates chaudes que vous avez à gérer. Et vous avez à contribuer déjà en tant que chargé de communication à la conception de la stratégie de communication du parti, en étant donc le Manitou de cela. Ensuite, les éléments de langage. Et quand vous concevez maintenant la position du parti par rapport à tel sujet, quand on vous flanque en plus de ça le rôle, le porte-parole là, pour que vous alliez porter cette parole, certainement qu'on a trouvé en vous des capacités de le faire. Au-delà, Dieu a voulu que vous soyez dans cette expérience. Moi, je considère tout ce qui m'arrive dans ma vie comme une expérience à faire, et je prie Dieu simplement qu'il me donne la force et l'inspiration pour bien le faire. Le reste, j'attendrai que ceux qui me suivent, ceux qui sont des responsables du parti, les militants et même l'opinion globalement m'apprécie et puis juge de l'efficacité ou de la pertinence de ce que je fais. Je rends simplement gloire et honneur à Dieu Tout-Puissant et merci à Madame Claudine Afiavi-Prudencio, merci à tous les membres des instances dirigeantes du parti pour cette confiance. Alors, Jules Kitty, vous n'étiez pas à l'origine politique, vous y étiez en tant que communicateur. Comment avez-vous pu réussir ce challenge? Mon cher ami Peggy Ludovic Dagba, rappelez-vous, en tout cas c'est dans ma tête comme si c'était hier, alors que vous m'aviez invité sur un débat dans l'émission matinale de Eden TV que vous animiez avec d'autres confrères. Vous m'aviez posé la question une fois de savoir, vous m'avez demandé précisément, Monsieur Kitty, d'où vient cette prédilection pour l'analyse politique. Et je vous avais répondu en ce moment que ça partait d'abord de l'esprit critique et analytique que mon feu père, Paulino Viassi Kitty, m'a inculqué. Pour lui, il faut interroger tout ce qui est autour de vous. Pour lui, il ne faut pas refuser de réfléchir. Pour lui, il faut interroger quand vous avez un problème devant vous. Il faut vous interroger à ce qui se passe autour de vous dans votre communauté. Mais quand il y a des problèmes, il ne faut pas les trouver difficiles. Il faut les fractionner en temps de particules que vous pouvez et pouvoir les résoudre. Alors, ça peut vous amener ce cheminement à être rassasié d'idées à partager avec les autres. Dans la démarche méthodologique qui a été celle que mon père m'a inculquée et que d'autres mentors que j'ai eus dans mon parcours, sur mon parcours, m'ont appris. Et que vous avez épousé.
Oui, que j'ai épousé, tout en les interrogeant. Parce que quand vous les interrogez et que vous les épousez, après ça, vous les appropriez. Et quand, après ça, vous avez embrassé le métier de journaliste, que j'ai embrassé bien après vous, et j'ai souvent eu coutume de le dire, je vous l'ai dit sur le plateau de télé, et surtout la dimension analyse, papier d'opinion, commentaires. Et j'ai eu la chance sur mon parcours de rencontrer beaucoup de gens qui, modestement, que je considère quand même comme des numéros dans ce domaine, des têtes de pont en matière de papier d'opinion, et qui ont développé en moi cette analyse. Mais lorsque vous avez passé au bas mot 15 ans, pour ne pas dire 20 ans, à commenter la politique, à analyser les faits et gestes des hommes politiques, vous vous sentez quelque part politique. Et après, étant donné que je suis de nature à ne pas m'engager à moitié dans ce que je suis en train de faire, je ne sais pas si c'est une qualité, j'ai suivi de près le parcours politique de Madame Claudine Fiavi-Prudencio. Ironie du sort, c'est encore vous, avec d'autres confrères, je crois, d'autres confrères à vous de la télé, qui m'avaient invité pour parler du parcours de Madame Prudencio. Et je vous disais en ce moment tout ce que j'en savais, et vous avez vu que j'observe beaucoup les hommes politiques. Et nos chemins se sont croisés sur l'appui que je pouvais apporter au plan de la communication, typiquement de la communication politique. Mais dans l'opérationnel, je me suis rendu compte que sans un minimum d'engagement politique, sous nos tropiques, vous ne pouvez pas réussir la communication politique. Carrément. Je vous le jure. Vous pensez que tout journaliste, analyste politique devrait alors quitter la presse pour la politique? Non, pas du tout. Tout journaliste et analyste politique n'est pas appelé forcément à être communicant politique. Vous pouvez rester journaliste, vous pouvez rester analyste politique, vous apportez une contribution à la bonne gouvernance de la cité. Mais qu'est-ce qu'il y a alors fait? Si vous passez au rôle de communicant politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes donc techniquement spécialiste de la communication politique. Vous voulez être communicant politique, donc vous avez été appelé dans une fonction pour gérer l'image d'une personnalité politique ou d'un groupe politique. Vous êtes amené à faire du marketing politique. Vous êtes amené à définir des stratégies qui puissent marcher dans les codes, les moules tracés par la politique. Et la politique, sous nos tropiques, vous êtes forcément dans une certaine intimité de la machine que vous voulez promouvoir. D'accord? Et quand vous êtes dans ça, les difficultés, les écueils, les codes de couvent et même des schémas, des équations à multiples inconnus qui se présentent à vous sont de nature à vous amener, à vous surprendre même en train de prendre fait et cause pour la cause que vous défendez, à vous retrouver au cœur de l'action. Parce que si vous n'êtes que technicien, vous allez définir des stratégies, d'accord. Mais qui est-ce qui veut appliquer ces stratégies-là? C'est ceux que vous façonnez. Mais quand vous les façonnez, la communication politique, sa machine va tellement vite que vous êtes amené parfois, pour pouvoir obtenir le résultat, à rentrer dans l'opérationnel. Ce n'est pas pour rien que des gens qui ont pensé notre métier de journaliste ont déjà dit que quand vous devenez communicant, vous cessez d'exercer le métier de journaliste au quotidien d'abord parce qu'il y aura contradiction. Il y aura forcément du parti pris. Oui, de l'autre côté, vous avez à collecter, traiter, diffuser l'information dans la vérité, non pas dans le sentimentalisme, non pas dans l'arrangement, non pas dans l'amélioration, dans le cadrage de quelque chapelle que ce soit. Par contre, quand vous êtes en position de communicant, vous ne pouvez plus être objectif par rapport à l'information qui concerne le groupe pour lequel vous travaillez. Donc vous cessez d'être journaliste. Vous cessez d'être journaliste. Vous êtes journaliste dans l'âme, mais vous cessez d'être dans la pratique du métier de journaliste, quitte à ce que si vous quittez vos fonctions de communicant politique, vous puissiez revenir après, donc ça va faire cette mutation. Alors, en plus de ça, il y a que moi personnellement, quand j'observe que je suis appelé à intervenir dans des situations données, à mettre la thérapie de choc, à avancer, à aller au-delà des convenances. Je ne sais pas être dans les convenances, dans les limites de la convenance. Alors, j'ai regardé, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour que je puisse réussir cette mission, il me faut donc ajouter donc à l'expertise en communication politique, l'engagement politique. Alors, je me suis posé la question de savoir, est-ce que c'était le moment de m'engager politiquement? J'ai regardé, je dis, ça n'est pas mal, c'est quand même un moment idéal, je peux me tromper. Mais ensuite, j'ai regardé l'offre politique de l'UDBN. Une vision politique portée par une femme qui a, comme j'ai coutume de le dire, un destin de roseau, qui ploie dans ce conglomérat d'hommes ou pratiquement de panier à crabe. Elle tient
elle avance, elle dit il faut que la femme puisse avoir une place. À la côté de la femme, elle ajoute la jeunesse. Et comme moi, j'ai envie de dire, la condition pour que je fasse une bataille partisane, c'est également que ma bataille soit une bataille de génération. Vous savez, il y a très longtemps que moi je pensais développement du Bénin, je pensais développement de l'Afrique. Peut-être que les circonstances nous ont permis de prendre encore de très grands rôles dans ce cheminement, cette marche-là, cette contribution au développement du Bénin et de mon continent. Mais je ne me décourage pas. Donc, j'ai juste pris la courageuse décision. Elle n'est pas facile, ça je peux vous le dire, je peux vous le concéder aujourd'hui, elle n'est pas facile parce que le monde politique, parfois, vous dormez en vous disant est-ce qu'il fallait y mettre la tête? Parce que tellement de choses sont dedans. Jules Léandre Kitty, journaliste anciennement, aujourd'hui communicateur politique, fin politique en devenir, puisque vous êtes désormais le porte-parole d'un grand parti politique au Bénin. Quelle image renvoyez-vous à la société béninoise? Je peux vous dire d'abord que c'est la société dans ses composantes, ces différentes composantes, qui peut regarder ma personne, regarder mes faits et gestes, mes propos et tout, et dire, voilà l'image qui nous projette. Mais je pense personnellement que je peux vous dire l'image que je souhaite projeter, l'image que j'estime que je projette. C'est l'image de quelqu'un qui a su faire ces choses avec conviction. Pour ceux qui connaissent mon parcours, j'ai eu mes hauts et mes bas, mais on sait ce qu'on peut retenir de moi modestement, c'est que je fais mes choix personnellement, je les intègre et quels que soient les conseils que je reçois de quelqu'un, à partir du moment où je décide de les appliquer, d'abord je les applique pas bêtement, je les intègre. Et mon père m'a dit, et puis il y a eu d'autres coachs après qui l'ont répété sans qu'ils se soient concertés avec mon père, ne refuse jamais de réfléchir. D'accord. Et donc quand je réfléchis, j'estime que tout ce que je fais, je suis convaincu de ça. Et l'image que je projette, c'est que dans votre vie, il faut pas être statique. Il faut être également dans le détachement. Partout où moi je suis passé, pour que je puisse passer à autre chose, je ne me suis pas posé des questions de savoir si je laisse des avantages, si devant je gagne beaucoup en termes d'argent, en termes de matériel. C'est pas pour dire que j'ai de l'aversion pour le matériel et le financier, mais c'est pour dire que est-ce que ce que je fais, ça rentre dans mon plan de carrière, ça rentre dans mon plan de vie? Est-ce que je suis en train d'impacter ma société? J'écoute des gens, peut-être qu'ils ne me disent pas la vérité, peut-être que c'est de l'hypocrisie, mais j'écoute beaucoup de personnes qui m'écrivent et au Bénin ici comme à l'étranger et qui me disent mais bon, on vous reconnaît pas la pertinence de vos analyses, on vous reconnaît pas la force de vos arguments, c'est pas toujours le sommet. Et je me rappelle très bien, pour vous donner un exemple palpable, au moment où je parlais pour la première fois au nom de l'UDBN, je n'étais pas porte-parole, on me savait donc chroniqueur politique proche de l'UDBN. La première fois que j'ai parlé à la télé sous ce titre-là, j'ai eu beaucoup de messages, des gens qui m'ont dit bon ouais, on t'encourage. Il y a beaucoup plus qui ont dit mais est-ce que tu sais le monde dans lequel tu mets la tête, le monde politique? C'est un panier à crabes, c'est un monde qui ne fait pas de pitié. Ensuite, beaucoup plus qui m'ont écrit de l'étranger surtout pour dire non, tu ne vas pas nous faire ça, il faut pas aller en milieu partisan parce que là-bas tu n'auras pas la totale liberté que tu as aujourd'hui pour nous faire des analyses qui nous plaisent, les analyses qui nous montrent que tu as la tête sur les épaules et que tu n'es pas dans les convenances. J'ai compris combien de fois beaucoup me regardaient, se retrouvaient un peu en moi. C'est déjà un baromètre qui vous permet de savoir est-ce que vous traversez la vie ou vous êtes utile à la vie. Dans un petit périmètre d'influence, il y a des gens aussi déjà qui voient que vous faites une contribution et craignent que la nouvelle position que vous preniez puisse vous empêcher de bien jouer votre rôle. Ça veut dire que vous êtes utile à la société. Maintenant, est-ce que pour ça, vous agissez au gré des aspirations, des desiderata, des souhaits ou des sentiments des gens? C'est là où je vous parle de conviction. Puisque moi, j'avais déjà, en mon âme et conscience, décidé donc de passer à cette étape-là, je me dis, ceux qui craignent que je n'ai plus la tête sur les épaules, il suffit que dans le monde politique, ils puissent me voir tout en étant dans le milieu partisan, raisonner. Parce que je pense qu'en politique, on peut raisonner. Je pense qu'en politique, on peut laisser un minimum de place à la vertu et à la vérité. Je pense qu'en politique, on peut créer une dynamique d'établissement d'un contrat, un véritable contrat social avec le peuple. On peut être membre au cœur du peuple et se faire adouber. Maintenant, il y a après des contingences de la politique que je découvre tous les jours et qui me permettent de faire la part des choses et de diminuer ma dose d'illusion en politique, mais ça ne me décourage pas. En fait, ma question, vous avez fini par y répondre.
C'était juste pour nous dire aux auditeurs ce que les gens constataient en vous regardant. Merci de l'avoir fait. Mais l'autre chose, vous avez dit, vous êtes contre la convenance. Vous voilà à la tête de la cellule de communication déjà du parti. Vous voilà dans la mission de sertir, d'astiquer l'image quand même des personnalités et surtout de la présidente d'un temps et aujourd'hui présidente d'honneur de ce parti, dont vous devez quand même travailler l'image et tout pour que ça passe auprès des populations et pourquoi pas même à l'international. Alors aujourd'hui, quand vous êtes dans ce rôle, alors que vous êtes contre les convenances personnelles, est-ce que là, vous-même, vous ne vous jouez pas de vous? Non, pas du tout. Vous savez, je souhaite que vous m'écoutiez très très bien dans ce que je vais dire maintenant. Je n'aime pas les convenances, si vous voulez que j'ajoute, les convenances qui sont convenues sans moi. D'accord, vous devez faire partie de tout. Pas de tout, mais je fais partie de la construction, je suis au cœur de la construction des moules qui m'accueillent. Alors, ma position de chef cellule communication m'amène donc à être dans la conception de la stratégie de communication. La stratégie de communication part de la vision énoncée par le leader. J'ai la chance de travailler avec une femme leader qui échange beaucoup avec moi, qui ne m'empêche pas de faire des propositions, qui ne m'empêche pas de discuter mes propositions avec elle, qui a une expérience politique suffisamment considérable pour contribuer énormément à enrichir même la stratégie de communication que moi. Cet échange, pour moi, c'est une chance d'avoir la possibilité, c'est vrai, entre le leader et le communicant politique, c'est parfois une bataille qui ne dit pas son nom. Vous définissez des stratégies, le leader a une expérience politique, connaît des réalités qui échappent à toute convenance technique. Et surtout, à des visées, à des objectifs. Voilà. Maintenant, puisque la stratégie de communication part de la vision du leader et du groupe, part des objectifs politiques, électoraux du leader et du groupe. Et vous greffez vos objectifs de communication sur ces objectifs électoraux et politiques. Je vous donne un exemple clé. Madame Claudine Prudencio, aujourd'hui présidente d'honneur de l'UDBN, a un rang dans la promotion du leadership féminin qui est un peu comme le rang du porte-étendard. D'office, elle tient à ce que ce rang-là, cette image puisse rester et être renforcée. L'UDBN, le parti de l'avenir, veut bien porter son nom, le parti de l'avenir, un parti qui grandit, qui grandit, qui grandit. Un parti qui dit, les couches les plus prioritaires pour moi, c'est la femme, c'est les jeunes. Quand vous regardez la pyramide démographique de notre pays et de bien d'autres pays africains, vous voyez, les femmes et les jeunes sont les plus nombreux. Ça veut dire que ce parti doit s'arranger pour étendre ses tentacules partout, pour être un parti qui, en termes de mobilisation, en termes de nombre de militants, grossit. À défaut d'avoir le plus grand nombre de militants, s'il faut que ça aille crescendo, et que tous les jours, ça augmente. Il recrute du monde. Très bien. Alors, ces objectifs, vous, communicants politiques, ce n'est pas ce que vous avez en tête d'abord, mais c'est le leader, c'est le groupe qui vous énonce ça. Et maintenant, quand vous avez le parcours d'analyste politique, d'accord, avant d'être communicant politique, ça vous aide puisque vous ne découvrez pas tout n'est pas nouveau pour vous dans le fonctionnement du monde politique. Vous n'êtes pas sorti seulement d'une école de communication où vous dites voici les notions techniques. Non, vous connaissez le monde politique sans avoir été véritablement dans la pratique politique. Vous avez des confidences d'un certain nombre d'acteurs politiques. Vous en avez suivi, donc vous avez vu les expériences. Et quand tout ça vous est énoncé, vous apportez votre technicité. Vous prenez ça et vous dites comment on va mettre en œuvre. Vos objectifs de communication ne s'écartent pas des objectifs, des visées. Mais si les visées vous paraissent illusoires, si les visées vous paraissent placées là où ça ne doit pas être en termes de timing, par exemple, le leader ou le groupe peut avoir l'ambition de réaliser quelque chose dans 5 ans. Vous pouvez estimer que ce qu'on a mis à réaliser dans 5 ans, il faut le mettre dans 1 an parce que vous avez un peu comme les gris-gris qu'il faut pour le faire. Hein? Les stratégies pour y arriver. Et vous dites ce que vous avez mis dans 1 an, si ça peut être déplacé d'ici 5 ans, vous expliquez, vous justifiez. Parfois, vous discutez chaudement. Et quand vous avez, et c'est pourquoi je vous dis... J'allais vous demander, combien de fois avez-vous déjà essuyé des clashs avec Madame la Présidente? Pas des clashs avec Madame la Présidente. Je vous dis d'abord, la plupart du temps,
on s'est entendu, mais on s'est également respecté sur le fait que chacun, dans le respect mutuel et le respect de la hiérarchie, nous avons su nous dire l'un et l'autre les vérités qui sont utiles pour l'avancement du travail et dans les cercles, dans les espaces qu'il faut, sans aller au-delà. C'est-à-dire que je respecte ma patronne, mais quand je suis convaincu que la thèse que je soutiens est la meilleure, je regarde si nous avons le temps pour bien discuter. Je ne rêve pas de lui dire, madame, parce que je suis communicant politique, parce que c'est moi le spécialiste, donc c'est ce qu'on va faire sans m'assurer qu'elle m'a compris. Donc, je me donne le temps de la discussion avec elle. J'ai le flair pour trouver le meilleur moment pour en parler. Et mais sur la matière, parce que je la sais grande battante, grand animal politique sur la scène politique béninoise depuis plusieurs années aujourd'hui. Je sais qu'elle sait ce qu'elle veut, mais au moment où, par exemple, vos visées se retrouvent un peu à l'antipode de ce qu'elle veut, comment vous négociez? Alors, quand il y a de ces cas-là où je suis à l'antipode de ce que je veux, alors moi j'allie deux facteurs. Tout faire pour ne pas commettre l'erreur qui consiste à dire, puisque ma thèse n'a pas été acceptée par l'autorité, je croise les bras et je reste loin. C'est une grosse erreur quand vous êtes en communication politique. Parce que tout compte fait, si ce qui est fait a un problème. Alors, s'il arrive un moment où ma thèse n'est pas acceptée, alors je vois qu'on a épuisé quand même le temps de discussion. Il faut aussi savoir rester dans les limites temporelles pour discuter et aller vers l'action. Alors, pour ne pas laisser l'autorité aller, parce que, vous savez, c'est une femme leader de conviction qui croit en ses options, vous restez à côté. Et vu que vous avez souvent donné des résultats qui plus ou moins sont efficaces, elle ne vous ferme pas les oreilles, même si elle tient à ce qu'elle pense puisse se réaliser. Et vous revenez donc à la charge. Il y a des étapes que vous pouvez commencer. Et après, vous revenez avec une idée. Vous n'êtes pas en train de rejeter tout ce qui a été suggéré par elle en bloc. Vous dites ceci, on peut l'améliorer comme ça. Et vous donnez des arguments qui tiennent. C'est bien que finalement, ce qui est fait, et il est arrivé plusieurs fois, beaucoup ne le savent pas, je l'ai dit à des occasions publiques au sein des instances du parti, qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons au niveau de la cellule de communication et qui, dans le soubassement, le terreau, part de la présidente Claudine Afiavi-Prudencio. Maintenant, en tant que communicant politique, vous ne devez pas non plus vous dire que vous avez la science infuse. Au-delà de la présidente, quand vous êtes au cœur des discussions, on vous donne la chance d'assister à beaucoup de séances, comme c'est le cas, et j'en suis fier, j'en remercie la présidente. Eh bien, vous voyez les idées que les gens sortent. C'est parfois un simple coordonnateur, c'est parfois un secrétaire général ou un vice-président qui va sortir une idée comme ça, qui très géniale, parce que la communication, ce n'est pas que la diffusion de l'information concernant le parti dans les médias. C'est de la communication aux médias, c'est-à-dire susciter par exemple des rencontres avec des couches données, l'orienter, puisque vous, même si vous acceptez l'option, vous êtes encore celui qui travaille des éléments de langage. Vous savez à quel niveau vous pouvez influencer ce qui va se passer. Du coup, le résultat qui est donné n'est pas si loin que ça de ce que vous voulez, à défaut d'être ce que vous voulez. Mais tant que vous ne mettez pas le leader aussi au cœur de votre action, parce que c'est lui qui veut mettre en œuvre. Le leader, c'est pas seulement le président ou la présidente, c'est également tous ceux qui sont leaders, qui peuvent intervenir au nom du parti, qui peuvent poser un acte. On dit on va donner quelque chose à des militants qui ont pris telle initiative dans tel endroit, mais vous êtes là pour dire, peut-être c'est pas le moment, mais on dit ok, on insiste pour dire ça doit se faire, vous dites si ça doit se faire, il faut tenir compte de tel contexte, de telle zone dans laquelle vous êtes, de la culture des gens, et c'est en ce moment que vous influencez l'élément de langage pour que ce qui va accompagner cette action ne révolte pas les gens, ne crée pas d'autres problèmes que vous ne souhaitez pas. Mais il est arrivé des moments également, ça je vous le jure, et c'est à son actif, que moi, dans ma position de chef cellule communication, j'ai dit telle chose, on ne le fera pas comme ça. Et ma décision a été respectée. Mais j'ai dû la soutenir, l'expliquer et dire quelle autre chose on fera. Parce que si vous contestez aussi une action
qui vous est suggéré et que vous devez accompagner au plan de la communication et que vous ne proposez pas autre chose qui soit plus porteuse de résultats, le leader ne sera pas d'accord avec vous. Donc c'est une bataille de tous les jours qui se fait et vous réfléchissez à une vitesse extraordinaire. Vous êtes en train de renifler tout le temps ce qui relève des compétences de vie courante des communautés qui sont les cibles de votre parti politique et pour voir quelles sont leurs aspirations, à les intégrer à votre stratégie de communication. Et ça demande également beaucoup de moyens. Parfois, vous faites beaucoup de propositions. Les implications financières pour les mises en œuvre sont énormes. Là encore, vous allez, c'est votre parole contre la parole ou les paroles de beaucoup d'instances. C'est ça, ce qui est passionnant dans ça, dans ce métier. C'est pas facile. Vous avez parfois le stress, mais on dit souvent, comme je l'ai dit au départ, les voies de Dieu sont insondables et Dieu vous conduit parfois sur les terrains de vos passions, mais des passions qui parfois vous offrent suffisamment de patates chaudes à gérer. Mais tant qu'on vit, on a la force et on gère. Alors nous parlons communication du parti. C'est l'occasion, moi, de peut-être vous confronter ce reçu de la part des populations et autres. Ça communique trop autour de l'UDBN. Est-ce que vous avez l'impression, est-ce que les gens vous en parlent? Oui, je reçois, parce que quand vous faites de la communication, l'une des étapes qu'il faut jamais occulter, c'est le feedback. Vous concevez un message, trouvez la nécessité de concevoir un message en tenant compte d'une cible. Vous envoyez le message, vous vérifiez si votre message a eu l'effet voulu, voire l'impact sur la cible. Ensuite, vous avez des gens, des composantes de l'opinion publique, des gens qui ne sont pas avec vous, des gens qui sont contre vous, les gens qui sont avec vous mais qui ne sont pas membres du parti, ils sont sympathisants, des gens qui sont simplement des citoyens, des observateurs, des intellectuels, et aussi même des gens d'un niveau complètement bas qui vous disent, mais quelqu'un peut vous dire simplement, parce qu'il entend UDBN beaucoup de fois, quand il capte sa radio, quand il lit les journaux, quand il est dans des cercles de discussion, il peut vous dire, par exemple, que, comme on le dit chez nous, votre vaudou vient trop régulièrement à la place publique. Il risque de devenir vulgaire. C'est une conception. Mais vous avez d'autres personnes qui vous disent au même moment, félicitations, et il y a certaines personnes qui ne sont pas dans l'hypocrisie. Ils vous disent, ça, ce que vous avez fait, vous êtes rendu suffisamment visible, vous avez rendu suffisamment visible le parti, parce que le parti en a besoin. Mais j'ai envie de vous dire, toute action politique a derrière un objectif de communication politique. Et dans les objectifs de communication politique, il y en a d'officiels qu'on peut de façon classique vous révéler. Mais il y en a de sous-jacents. Et parfois des objectifs sous-jacents de communication politique deviennent parfois plus nombreux que... Vous savez, ça peut être nécessaire à un moment donné, par exemple, de donner l'impression de beaucoup communiquer. Mais pourquoi on le fait avec tant d'intensité à un moment précis? On n'est pas appelé à le dire. Mais le résultat qu'on a eu, on le sait. Vous pouvez être... il y a une dimension renseignement de la communication politique. Cher ami Peggy Ludovic Dagba, je sais que vous savez ça, parce que je vous sais très connaisseur de ces choses. Il y a parfois que vous travaillez aujourd'hui pour des choses qui viennent de très loin. Il y a parfois que l'objectif n'est pas que d'expliquer à une cible juste un message qu'on peut expliquer en une journée, qu'on peut expliquer avec un seul journal, qu'on peut expliquer avec une seule réunion dans une cellule, qu'on peut expliquer avec un seul plateau télé. L'objectif peut être au-delà de ce message-là à expliquer. Le contexte de ce message peut être un prétexte pour faire une autre publicité politique. Julien Kitty, je ne retire rien. On a tout ce que vous dites, puisque il y a toujours 1000 raisons. Il y a toujours 1000 raisons. Laissez-moi finir la question. Il y a toujours 1000 raisons pour justifier un acte. Est-ce que vous-même, à des moments donnés, en vous retirant, vous ne voyez pas quand même que c'est beaucoup? Est-ce que c'est toujours des objectifs visés qui vous amènent à ça? Finalement, est-ce que le communicant politique n'est-il pas celui qui doit savoir à quel moment précis communiquer et pour combien de temps? Oui, je peux vous dire que toutes les fois que nous communiquons au profit de l'UDBN, nous savons précisément que nous avons décidé de communiquer. Nous ne nous levons pas pour communiquer. Nous savons comment nous voulons communiquer et nous savons pour combien de temps. Maintenant, il y a des inconnus. Parfois, il y a une petite marge d'inconnu. Et toute
action de communication telle que pensée ne donne pas toujours le résultat escompté. Je ne veux pas vous dire que j'ai la prétention que toutes les actions de communication politique que nous menons, sans exception, ont eu les résultats escomptés. Il y a des contingences qui peuvent amener à ce que vous retrouviez, par exemple, la même information, pas forcément écrite de la même manière, à la une de 10 journaux, et que vous ayez l'impression qu'avec 5 journaux, on aurait pu le faire. Ou qu'on en parle aujourd'hui, demain, et que ça s'arrête là dans la semaine. Et que peut-être vous allez retrouver ça encore le 3e jour, ou le 4e jour. Ça peut vous offusquer. Peut-être que c'est une erreur d'appréciation. Peut-être que, compte tenu des éléments dont on disposait au moment où on lançait cette campagne, ces éléments nous permettaient de dire ça va être sur une semaine, ça va être pour 2 semaines. Et qu'on se rend compte au bout de 3 jours que l'effet voulu, on l'a déjà obtenu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut stopper. Mais dans l'élan de stopper, d'autres contingences peuvent vous amener à ne pas pouvoir stopper les 10 et ramener à 5. Au lieu de réduire à 3 ou 2 ou d'arrêter. D'accord? Mais l'idéal, c'est d'évaluer toutes ces actions et de tirer des leçons comme ce que vous êtes en train de dire, où il y a des cas où on nous a trop entendus. Mais ce dont vous ne parlez pas, il y a des moments aussi où c'est le silence plat dans l'opinion publique autour de l'UDBN, mais nous menons des actions de terrain. Le communicant politique, c'est également celui qui laisse parfois les médias, propose aux organes du parti d'aller faire des rencontres de proximité avec des communautés sans couverture médiatique, d'aller aider une communauté qui a besoin d'un petit quelque chose pour avoir de l'eau ou un truc comme ça. Ce n'est pas autour de tout qu'on communique. Il y a des moments où on dit l'option stratégique faite dans cette période en termes de communication, c'est de ne pas prendre la parole en public. Je peux vous prendre à témoin, ou je peux prendre à témoin les rédacteurs en chef et les responsables de beaucoup de médias qui peuvent vous dire, si moi, Jules Kitty, en tant que porte-parole de l'UDBN, je devrais accepter toutes les invitations des médias. Vous êtes bien placé pour savoir que moi, mes interventions dans les médias, en tant que porte-parole, par rapport à ce que vous saviez de moi, même quand je n'étais pas encore porte-parole, que ça a sérieusement diminué. Et beaucoup de rédacteurs en chef et de promoteurs de médias peuvent témoigner de ce qu'il y a beaucoup de rendez-vous que nous déclinons, d'invitations que nous déclinons, en expliquant, en étant, parce qu'il ne faut pas non plus se moquer des médias aussi. Et si les médias s'intéressent à vous, il y a des médias nationaux, des médias internationaux, des médias en ligne, des médias classiques, mais il y a beaucoup avec qui on diffère un certain nombre de choses. Parfois, ça ne plaît pas aux confrères journalistes. Mais pendant que chaque média est en train de vous solliciter pour parler, il ne calcule pas s'il y a 10 autres médias qui vous sollicitent. Mais si vous vous êtes amené à parler sur les 10, parce que vous voulez satisfaire les 10, on vous voit 10 fois en train de parler de la même chose. Et sans oublier qu'il y a des médias qui ont adressé des sollicitations il y a des mois. Voilà. Et parfois, parce que l'une des qualités, des bonnes qualités d'un communicant politique, c'est également d'entretenir une très bonne relation avec les médias. Je connais des confrères aujourd'hui, si ce n'est nos relations, si ce n'est la manière dont nous échangeons, ils auraient tiré la conclusion que, bon voilà, M. Kitty ne veut pas que nous parlions, ne veut pas nous faire la faveur de dégager des gens au sein de l'UDBN pour nous accorder des interviews, venir à nos émissions. Lui-même, il ne veut pas venir. Non, ce n'est pas le cas. Et puisque, parfois, il ne faut pas dire à des confrères, en ce moment précis, on veut communiquer sur telle chose. Le média vous dit, c'est ce qui me préoccupe, ça. Parfois, c'est un sujet différent, M. Daba. Vous avez pensé que la période là, c'est sur tel sujet que vous voulez communiquer. Vous avez planifié ça et les actions du parti vont suivre. Mais un média sérieux propose un sujet, vous appelle pour dire c'est sur tel thème. Et vous, ça ne vous arrange pas politiquement de communiquer sur ce thème. Vous faites quoi? Donc c'est autant de choses, vous êtes au confluent de tout ça. Et ce que vous vivez en off est énorme par rapport à ce que vous décidez enfin de faire. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des extraterrestres. C'est possible, je le concède, que ce n'est même pas c'est possible, c'est sûr que nous avons mené des actions qui peut-être sont allées au-delà des normes dans lesquelles nous devons rester, mais nous tirons le son de tout ça. Et aujourd'hui, il est arrivé la dernière fois que vous avez eu vent de ce que à l'UDBN,
Et il y a eu une séance où la présidente du parti nouvellement choisi a été déchargée de ses fonctions et tout. Ne vous en faites pas, nous y arriverons, oui, c'est sûr, au cours de cette émission. Un dernier mot. Il y a beaucoup, par exemple, qui ont voulu que, les sollicitations étaient à 95%, mais à 75%, on n'a pas été. On a communiqué au bas mot à 10-15%. À 20%. Et 20%, c'est déjà trop. Mais là, nous sommes, moi, j'ai maillé à partie avec beaucoup de médias. Donc, vous comprenez, parce que moi, je veux passer à autre chose. C'est clair que c'est à ce moment-là que les médias se ruent sur vous et les médias aiment pour avoir les bonnes explications à la situation. Ne vous en faites pas, gardez un peu votre impatience. Mais quand même toute dernière question, votre situation, votre vie de porte-parole de l'UDBN, comment la vivez-vous? C'est une vie qui est spéciale, je dois vous dire. C'est une vie qui est spéciale, c'est une expérience qui est spéciale parce que c'est lourd, parce que c'est absorbant. Vous réfléchissez beaucoup. Vous pensez au contenu retenu par le parti et vous pensez en même temps au contenant que vous êtes vous-même. Donc ça a un effet sur vous-même. Comment vous allez rendre ça? Vous avez la charge psychologique d'être la personne qui est la vitrine, qui va, je vais parler terre à terre, montrer sa poitrine pour dire. Et vous savez qu'en politique, c'est donner sa poitrine. Donner sa poitrine. D'une attitude passive où vous offrez, on a l'impression que vous offrez en victime expiatoire. Non. Parce que la rivalité en politique est extrême. Les rapports de force sont rudes. Et c'est parfois des sujets qui fâchent. Et en politique, quand vous êtes porte-parole, vous avez des gens qui vous prennent carrément comme des ennemis et qui ne voient pas le groupe, la famille politique derrière vous. Ils vous voient. Parfois, les gens regardent un porte-parole comme celui qui, dans un groupe, dans les discussions à l'interne, alors que tout le monde dit, non, je ne veux pas en parler. C'est comme si lui, il a l'outrecuidance de dire, j'irai en parler. J'irai dire. Et il faut dire avec conviction. Il faut être convaincu soi-même d'abord. Alors que le porte-parole, ce n'est en fait que celui qui porte, comme son nom l'indique, la parole retenue par le parti. Et il se fait, lorsque je vous disais que c'est une expérience spéciale, il se fait que moi, je suis en position de celui qui conduit la machine qui conçoit. Parce que le rôle de porte-parole est comme un outil aux mains de la machine de la communication globale du parti. Aller prendre la parole au nom du parti, c'est communiquer. Mais le porte-parole là, c'est un département tellement fort qu'il faut encore le détacher un peu. Et lorsque vous-même, en tant que chef de cellule communication, vous devez être dans la conception. Écoutez les autres dirigeants aussi, qui mettent des leurs. Et quand vous retenez quelque chose, regardez déjà comment cette première étape épuise, sollicite vos méninges, mais après, vous venez être dans la mise en scène, la matérialisation de ce que vous avez retenu. Et les défis à ce niveau sont tout aussi colossaux que ceux de la conception. Parce que si votre stratégie de communication est mal conçue, vous allez échouer. Et quand vous êtes sorti de ça, si c'est d'autres personnes qui doivent aller parler, c'est vous qui allez faire les médiatronines, c'est vous qui allez administrer les éléments de langage, faire les cadrages nécessaires, gérer les relations avec les médias où ils doivent aller parler, ou les espaces publics où ils doivent aller parler, pour qu'ils puissent sortir l'image du parti gagnant. Mais ici, même si d'autres personnes interviennent, et ça, il faut avoir l'humilité de le dire aussi, vous pouvez être porte-parole du parti, mais ça ne veut pas dire que c'est toujours vous qui parlez. Vous pouvez trouver des personnes qui, selon la nature du sujet, selon leur fonction, dire c'est ceux-là qui y vont. Mais là encore, vous les préparez. Mais la plupart du temps, sur les sujets chauds, c'est vous. Donc, je vis une expérience qui est vraiment comme un tsunami. C'est un tourbillon extrêmement fort. De vous à moi, je me connais modestement, quelques qualités en termes de capacité de réflexion, de proactivité, de réactivité également, mais tout cela est éprouvé. Mais je me sens bien dans mon rôle, et parfois quand je reviens chez moi, le seul pincement que j'ai au cœur, c'est que je vais être grave peut-être en vous parlant ici. Je me dis, j'aurais aimé être seul dans mon monde, que je n'ai personne qui soit si lié à moi, quelqu'un qui ait besoin de mon affection, quelqu'un qui ait besoin de ma présence à ses côtés, quelqu'un qui ait besoin de mon temps. Parce que du temps, ça sollicite. Parce que du temps, ça absorbe.
Parce que de l'attention, ça sollicite beaucoup. Alors qu'après, il faut en avoir pour soi. Il faut en avoir pour sa petite famille. Il faut en avoir pour autre chose. C'est ce qui me manque le plus. Et c'est en cela que je rends hommage à mon épouse et aux enfants qui, c'est vrai, c'est pas toujours qu'ils me comprennent, mais quand devant, je vois des personnes comme la présidente d'honneur de l'IDBN, Madame Claudine Afiavi-Prudencio, qui, elle a démontré, qui sont si actives sur le terrain politique, dans l'espace public, et réussissent encore à tenir le rôle de mère et de père de foyer, elle l'a démontré, eh bien, ça veut dire que si des gens de cet âge font autant et plus, c'est pas quelqu'un de mon âge qui ne le ferait pas. Donc, je vais vous dire, je vis une expérience que je regrette pas, qui est très passionnante, qui est éprouvante également, mais que voulez-vous? Il faut pas vouloir des facilités dans la vie. Il faut pas vouloir des facilités et chaque mission a ses contraintes. Alors dites-nous, Jules Luan-Kiti, vous venez de parler un peu de votre vie de porte-parole et tout, mais l'Union démocratique pour un Bénin nouveau a changé de tête. Vous savez très bien qu'on ne peut pas éluder la question sur une tribune comme celle-ci, un parti qui rime avec Claudine Afiavi-Prudencio. Vous voyez, tout à l'heure même, en parlant, vous avez eu des difficultés à sortir. La présidente d'honneur, c'était déjà partie, présidente Claudine Afiavi-Prudencio. C'est à quoi on s'attendait notamment. Mais là, la tête a changé. Et quelques temps après encore, voilà encore un directoire qui prend la tête de cette dernière tête. Alors, déjà, à l'origine, comment comprendre ou pourquoi la nécessité s'est-elle fait sentir que la présidente parte de la tête de l'IDBN? Un parti viscéralement lié à Madame Claudine Afiavi-Prudencio. Ben, je peux vous dire, oui, je vous conseille de dire que c'est un parti qui est viscéralement lié à Madame Claudine Prudencio. Je vous conseille de dire que c'est surprenant qu'elle ait décidé de passer la main au poste de présidente du parti. Je vous conseille d'être étonné que peu de temps après, celle qui est mise à la tête, donc au poste de présidente du parti, a été déchargée de ses fonctions. Et j'en multiplierai des questionnements que je partage avec vous. Mais la nuance se trouve au niveau de qui a fait quoi, qui a décidé quoi, et pourquoi les choses se sont passées de telle manière, de façon si surprenante. Et ce n'est pas parce qu'une chose est surprenante, ce n'est pas parce qu'elle est inédite qu'elle n'est pas vraie. Ce n'est pas parce qu'elle est surprenante qu'elle n'est pas juste. Ce n'est pas parce qu'elle est surprenante qu'elle n'est pas opportune. Je réponds à la première question. Pourquoi cette mutation? Cette mutation parce que Madame Claudine Afiavi-Prudencio, en toute connaissance de cause, en toute liberté de conscience, l'a décidé. Elle a décidé parce que elle a dit, mais c'est pas dans mon vocabulaire que de faire la présidence à vie. C'est vrai. Et c'est elle qui a créé ce parti. C'est elle qui a sué, saigné pour ce parti. À tout point de vue. D'accord? C'est elle qui est ce parti. C'est elle qui est ce parti, si vous voulez. Mais il se fait... Parce que c'est elle qui l'a conçu, c'est elle qui a amené les gens pour l'animer avec elle. Je suis entièrement d'accord. De ce point de vue, pour toujours, son image, son nom sera collé à ce parti. C'est chose normale. Et c'est pourquoi, quand elle devient présidente d'honneur, c'est juste. Présidente d'honneur ne veut pas dire qu'elle a démissionné du parti. Elle l'a dit d'ailleurs. Présidente d'honneur, ça signifie ce que j'ai créé, qui a pris de l'ampleur. J'ai associé d'autres personnes à ça. Ce qui est codifié par le fonctionnement d'un groupe comme ça en espace public, son action doit devenir d'intérêt public. C'est-à-dire que vous créez la chose, vous avez le mérite de la créer. On vous respecte toujours votre ombre sur ce que vous avez créé, mais vous faites participer d'autres personnes, même à des niveaux de responsabilité, parce que Madame Claudine Prudencio n'a jamais dit quelque part qu'elle aurait aimé être seule dans son parti. Elle ne l'aurait pas. Ce ne serait pas un parti politique. Ça ne le serait pas. D'accord. Donc à partir de ce moment, c'est avec beaucoup de plaisir qu'elle a dit, la grande dame, la grande femme leader que je suis dans l'espace public et politique, je veux que des Claudine Prudencio se multiplient. Je veux que des jeunes qui sont autour de moi puissent donc mûrir et prendre des responsabilités. Et je pourrais, avec du recul, donc m'asseoir dans le fauteuil de la mère de famille pour emprunter cette image, pour pouvoir regarder ce que les jeunes sont en train de faire. Et lorsqu'ils ont besoin d'être orientés, je le fais de bonne foi. Lorsqu'ils viennent me solliciter pour avoir mon avis sur quelque chose, je le fais. Et je veille à ce que cet héritage puisse rester perdurer.
c'est dans ce rôle-là qu'elle s'est mise. Et je pense qu'elle n'a encore rien fait de mauvais. Mais bien au contraire, elle a pris une décision sage. Elle l'a dit et martelé, c'est une décision qu'elle a mûrie depuis longtemps. Maintenant, il faut bien quelqu'un pour la remplacer au poste de présidente du parti. Oui, avant celle-là, pourquoi c'est maintenant que cette décision se matérialise? Ah oui, pourquoi maintenant? C'est encore Mme Claudine Prudentiaux qui a bien répondu à la question en disant que à force de faire des calculs pour dire c'est pas le moment, on le ferait jamais. Ça ne veut pas dire que c'est un coup de tête, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas pris le temps de réfléchir à l'impact, aux effets que peut avoir le moment choisi pour prendre la décision. Mais à des moments donnés, il faut prendre une décision, d'accord, et être aux côtés de ceux qui doivent prendre le relais, qui doivent agir pour les aider, malgré leur infériorité en termes d'expérience politique, qui puissent tenir, parce qu'on commence par quelque part. Et donc, l'idéal le plus dur était d'éviter de couper le pont entre les deux pôles, d'accord? C'est-à-dire que il ne faut pas que la nouvelle génération qui prend les rênes du parti coupe le pont avec elle, sa personne et l'instance qu'elle dirige aujourd'hui, le Haut Conseil. Il ne faut pas non plus que elle-même et l'instance qu'elle dirige maintenant, à la présidence d'honneur, disent « Ok, maintenant je peux me reposer, je ferme les yeux, je laisse faire. » Parce que quand ça va tomber, quand ça va s'écrouler, qu'elle le veuille ou pas, elle va le ressentir comme l'écroulement de beaucoup d'années de sacrifices énormes. Et dans l'opinion, vous faites bien de dire, parti lié à elle, dans l'opinion, beaucoup diront, ah voilà, le parti de Claudine Prudentiaux qui a échoué. Alors, quand à côté de ça, vous regardez les exigences de la réforme du système partisan, ces exigences qui veulent que les partis politiques, au-delà de la volonté du leader principal, de s'ouvrir à la course de relais, de s'ouvrir à la relève, eh bien, que le parti soit davantage national dans la réalité, que les militants puissent être véritablement impliqués dans la décision, et puis, tant que Claudine Prudentiaux était présidente du parti. Vous voyez ce qui fait même les obligations, les devoirs et les droits des militants. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui avaient du mal à comprendre que quand on est dans un parti politique, on a le devoir de cotiser. Quand on est dans un parti politique, on a le devoir de contribuer, de perdre de son temps pour des réunions, pour faire ci, pour faire ça. Il faut donc de façon pédagogique amener également les militants à savoir que c'est leur chose. C'est autant d'éléments, de facteurs qui l'ont amené, et ça, elle a exprimé, je ne dis pas plus qu'elle, elle a exprimé qui l'ont amené donc à prendre cette décision. Mais après, les instances du parti se sont réunies, ont étudié, on dit, bon voilà, la personne qui est candidate à ce poste, on l'accepte. Mais puisque au congrès des 5 et 6 juin, pour que cette mutation se passe très bien, la nouvelle ossature du parti a été conçue telle que les moules sont là et quelle que soit la personne qu'on met dedans, ce qui constitue les acquis du parti, les fondamentaux du parti vont pouvoir rester. Ce sont les piliers. Quel a été le péché de Madame Deschacus? Le péché de Madame Deschacus, que je respecte beaucoup, d'accord, c'est une femme, respectons beaucoup la femme, c'est une femme intellectuelle, je respecte donc son rang intellectuel. Le péché de Madame Deschacus a été de vouloir fonctionner hors de ces moules. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est quoi? Pour faire concret. Et très court, parce que nous sommes vers la fin de cette émission. Très bien. Alors, le 19 juin, l'opinion publique a vu donc un nouveau visage qui lui est présenté, président de l'UDBN. Vous allez constater qu'on a fait 2 semaines à expliquer, d'accord, à expliquer les tenants et aboutissants de la décision prise par Mme Claudine Prudentiaux de passer la main. Parce qu'il fallait que l'opinion comprenne ça là d'abord. Et après, le nouveau visage qu'on veut vous montrer, on puisse commencer par le montrer. Et que Mme Deschacus puisse lancer sa machine avec, à côté, la présidente d'honneur qui, dans la tête de beaucoup, est restée vraiment accrochée au parti, puisse lui tenir sa main pour dire oui, je suis là. Accepter celle qui me remplace et qui ne fera pas, qui saura tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Et donc il a été retenu que les instances, les prises de contact avec les instances du parti se fassent ensemble. Il a été retenu qu'une tournée conjointe soit faite dans toutes les coordinations pour que les coordonnateurs soient présentés à la nouvelle présidente, pour qu'elle démarre le travail en toute confiance avec eux, eux aussi en confiance avec elle. Entre-temps, la présidente d'honneur a quelques ennuis de santé, elle voyage quelques jours pour se retrouver réunis. La nouvelle présidente accepte ça.
devant le vice-président du Haut Conseil, le bâtonnier Cyril Dikuy, quand même, dont vous connaissez la rigueur sur la parole donnée. La présidente est là-bas et la nouvelle présidente démarre ce qu'ils ont prévu faire ensemble. Prise de contact avec les instances du parti. Première rencontre avec les instances du parti, moi j'y étais, nous découvrons des personnes, des intrus dans la salle. Des gens qui ne sont pas membres du parti. On leur demande, mais pourquoi vous êtes là? Le titre c'est « Nous sommes avec la nouvelle présidente ». Ça nous est imposé. En politique, c'est sensible. Alors, au cours de cette séance de prise de contact, des sujets qui ne devraient pas être abordés là sont abordés et la nouvelle présidente s'étonne de beaucoup de choses, remet beaucoup de choses en cause, y compris des choses qui ont fondé elle-même son poste qu'elle occupe. Ça paraît bizarre. Cette séance se termine plus ou moins mal, à queue de poisson. On quitte là, on estime que les deux présidentes d'honneur et présidentes vont se parler et puis après on va continuer. Selon les éléments que j'ai à ma disposition, la nouvelle présidente fait la sourde oreille à la communication avec la présidente d'honneur. Et après, vous savez, il y a un secrétariat général du parti. Il y a une cellule de communication, il y a un porte-parole. Comment comprenez-vous que le secrétariat général soit là et que la nouvelle présidente crée un secrétariat composé de gens qui ne sont pas membres du parti et fonctionnent dans le dos du secrétariat général? Comment comprenez-vous que la nouvelle présidente, avec la complicité d'un ou deux éléments du parti, avec des gens qui ne sont pas membres du parti, décide donc de faire fonctionner une machine communicationnelle sur le dos de la cellule de communication? Donc, le chef de cellule de communication et porte-parole que je suis n'est pas informé de ça. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la nouvelle technologie. Il y a des canaux, des groupes WhatsApp créés pour le parti, pour les différentes coordinations. On en crée parallèlement partout sur le dos. Donc, de tous ceux qui doivent être informés de ça. Et maintenant, c'est un inconnu du parti que la nouvelle présidente autorise à appeler les coordonnateurs départementaux et communaux pour leur demander de fournir des données sur les coordonnateurs d'arrondissement dans un délai bref pour qu'on puisse les inscrire dans des forats pour faire des discussions, des prises de contact. Et lorsqu'on passe 2-3 jours à demander, y compris la présidente d'honneur et tout le monde, à ce que cette machine soit arrêtée parce que les coordonnateurs étaient fâchés pour dire mais est-ce qu'on peut nous traiter comme ça? Et donc, on demande 2-3 jours à ce qu'on arrête, mais on fonce sur le terrain. Donc, on a dû utiliser les grands moyens pour arrêter ça. Et quand on a arrêté, donc, au lieu que le Haut Conseil se réunisse pour prendre une décision, peut-être vis-à-vis de Mme Djechacus, on a rassemblé les membres du Bureau exécutif national, du Haut Conseil, on a rassemblé les conseillers politiques, on a rassemblé les coordonnateurs départementaux, on en a rassemblé de communaux et même d'arrondissements. Et le débat a été fait. La parole a été donnée à Mme Djechacus, qui n'a pas du tout coopéré jusqu'au jour où on s'est retrouvé le 24. Sinon, ça aurait pu être discuté donc aux responsables. Et ensuite, elle reconnaît une bonne partie de ce qui lui est allégué. Et puis, elle dit, bon, c'est vrai, c'est entendu avec le Haut Conseil, mais après, elle a estimé qu'il faut agir. Il presse d'agir. Et tel qu'elle a agi, bon, elle trouve que c'est bon d'écarter le secrétaire général, ou elle trouve qu'elle n'a encore rien fait de mauvais, d'écarter la cellule de communication. Elle n'est pas là maintenant pour répondre à vos accusations. Non, mais attends, je vous rapporte. Bon, d'accord, je vous le concède. Mais le 24 juin, je n'ai pas l'âge et un niveau qui m'amène à mentir sur une personne. Je vous ai dit, je la respecte beaucoup. Elle était là? Elle était là? Elle était à la séance du 24? Elle était présente. La parole lui a été donnée pour expliquer le pourquoi de tout ce qui s'est passé. D'accord. La principale raison qu'elle a évoquée, c'est que oui, les choses sont passées comme ça. Bon, il y a quelques petites choses, c'est pas exactement comme ça, mais elle reconnaît avoir retenu autre chose et d'avoir fait autre chose, mais elle estime qu'après avoir réfléchi, elle estime qu'il faut agir comme ça. C'est ça la raison qu'elle a avancée ou elle avait d'autres? Non, c'est ça la raison qu'elle a avancée. En disant, bon, si c'est pas ça, donc on lui dise comment elle doit faire. Alors, le parti est dirigé par qui aujourd'hui? Aujourd'hui, donc, quand et de façon démocratique, quand on lui a donné la parole, ceux qu'elle a accusés, on leur a donné la parole. Toutes les catégories de personnes qui étaient là ont pris la parole, ont parlé. Le Haut Conseil, avec les conseillers politiques, la responsable de la commission des affaires politiques sont retirés. Ils ont donné les avis. Le Haut Conseil se réunit, a pris la décision, la mesure conservatoire, je précise, de la décharger de ses fonctions de présidente du parti, et elle est toujours membre du parti. Ce qui empêche que la machine qui peut déstabiliser le parti, selon les différentes instances, puisse s'arrêter. Et on a mis sur pied, puisqu'on ne s'attendait pas à cette situation, on a mis sur pied un comité de gestion. Je précise l'expression un comité de gestion composé de 5 vice-présidents du parti. Donc des gens
qui ont la maîtrise des dossiers du parti, des gens qui sont dans le parti il y a très longtemps, des gens qui sont au haut niveau du parti, pour que, à la différence d'un comité de crise, le parti puisse continuer à être focus sur les défis qui sont les majeurs pour lui, c'est-à-dire mobiliser, c'est-à-dire affûter, raffiner, sophistiquer ses armes pour les élections législatives à venir. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Et vous avez commencé par sentir que c'est par vague qu'il y a des adhésions au parti, donc de mouvements, de personnalités, d'associations et de beaucoup de jeunes. Et ça se fait aussi bien dans la partie méridionale que dans la partie septentrionale du parti et du pays. À ce niveau, Julien Kiti, quelle est la recette du parti pour que les gens ruent ou affluent autant vers le parti? Oui, la recette du parti, c'est pas de la magie. C'est simplement que déjà que c'est un parti où les jeunes et les femmes trouvent l'espace d'épanouissement. Vous savez, vous voyez beaucoup de partis que vous prenez pour des mastodontes, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans des partis politiques qui sont un peu comme des anonymes. Je sais qu'ils n'ont même pas, il y en a qui n'ont même pas de contact avec les dirigeants du parti. D'accord? Alors, quand les jeunes et les femmes se retrouvent quelque part, parce qu'on les interroge, ils le disent, ils viennent. Deuxième chose, l'offre politique qui est telle que ce parti-là a une certaine homogénéité qui permet que dans les années à venir, ce parti puisse être le réceptacle quand même de tous ceux qui veulent s'assurer un avenir assez radieux et assez efficace en politique. Donc, je pense que ça joue beaucoup sur les gens. Maintenant, il y a des efforts, certes qui ne sont pas encore suffisants, mais des efforts que nous faisons pour... on revient à la communication. Donc, on peut avoir à redire sur le degré de publicité et de marketing politique autour du parti, mais d'autres vous diront, c'est une question d'école, d'autres vous diront que... On a là les résultats. Très bien. D'autres vous diront que les résultats, c'est aussi ça. C'est parce que si moi, j'ai toujours pensé au plus grand parti politique du monde que j'ai vu pour le moment, le parti politique de Jésus-Christ de Nazareth. Plus de 2000 ans après, vous voyez, il y a toujours des gens qui affluent vers ça. Parce que le principe au départ, c'est que, et c'est écrit dans la Bible, il ne sera pas dit que quelqu'un a quitté cette terre sans en avoir entendu parler. Donc, de la parole de Dieu. Et donc, comme un évangile, notre ambition, sans occulter les reproches qui nous sont faits en termes de la dose de communication, de publicité politique, eh bien, notre souci, c'est que le dernier des Béninois, dans son plus grand retranchement, puisse être informé de ce que il y a un parti politique qui dit jeunes et femmes doivent pouvoir s'impliquer en politique et avoir les positions qui sont les leurs. Regardez aujourd'hui l'importance que le président Patrice Talon et son gouvernement accordent à la femme. Voyez, regardez depuis quand Claudine Afsahi-Provençaux est en train de se battre pour donner la preuve que la femme peut faire autant et mieux que les hommes, mais à côté des hommes, pas contre les hommes. Regardez aujourd'hui que la volonté politique que le chef de l'État exprime, et à travers la lutte contre toute forme de violence faite aux femmes, des discriminations, c'est des fruits, des résultats qui viennent parfois sur la longue durée. Donc pour moi, nous sommes heureux de savoir que beaucoup viennent, mais nous ne sommes pas, et j'insiste là-dessus dans votre émission, je vous en prie, nous avons le profil bas, le triomphe bas, nous ne sommes pas dans le triomphalisme à l'aveuglette de gens qui vont dormir sur les lauriers, parce que nous avons des défis à relever. En 2023, l'UDBN doit convoyer à l'Assemblée nationale assez de députés. Ce sera votre dernier mot. Merci. Moi, je vous remercie simplement pour tout le travail, le merveilleux travail que vous faites à Diaspora FM. Et j'ai envie qu'il me soit permis de vous remercier, vous particulièrement, Monsieur Pigui Ludovic Dabar. Je ne cesserai jamais de vous le dire. Je vous ai vu dans ce métier. Vous avez été en partie, une partie. Non, vous avez quand même vous avez joué une partition dans cette dose d'incitation que j'ai eue pour que cette passion d'exercer le métier de journaliste, puis aujourd'hui de communicant politique, voire d'acteur politique, ne me quitte jamais. Donc, merci. Gracias. Merci à vous. Merci Julien Kiti. Je rappelle, vous êtes le chef de la cellule de communication du parti UDBN. Vous en êtes aussi le porte-parole. Vous étiez avec nous pour nous expliquer les derniers soubresauts, on va dire, intervenus au sein de ce parti. Mais heureusement, tout se passe très très bien. Le parti continue tranquillement, sa vie
Et les objectifs, vous l'avez dit, c'est quand même déjà, en 2023, convoyer des députés à l'Assemblée nationale. Que le ciel vous entende, qu'il plaise au ciel, qu'il en soit ainsi. Merci d'avoir été avec nous. Tous les samedis, à partir de 10h, suivez votre émission, Le Grand Direct du Diaspora FM. Émission de débat politique, économique et social. Le Grand Direct,